Celui qui comptait être heureux longtemps, de Irina Teodorescu, chez Gaïa Éditions. La ville s'étire dans ses sous-sols. Quelqu'un se lève, rassemble quelques planches et monte dessus pour regarder dehors. Il fait jour et les bombes ont cessé de tomber. La jeune femme blonde se retourne. Elle allonge ses jambes en espérant repousser la douleur. Les replie aussitôt. Cherche le visage de son mari dans le noir. Trouve sa nuque. Elle écoute un instant son souffle, lourd d'un sommeil trop court encore. Mais la douleur lui poignarde le ventre, ou le dos. Elle ne sait pas où plus exactement. Elle doit le réveiller et dans un geste involontaire, ses ongles percent la peau de l'homme endormi à ses côtés. Il se réveille en sursaut. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est maintenant, » lui dit-elle. Et il commence à tâtonner sur la terre battue, tout autour, à la recherche de ses lunettes puis de sa veste. Il trouve les deux, enfile les deux, se lève, va grimper sur les planches, regarde dehors et voit la même chose. Les bombes ont cessé de tomber. Si c'est maintenant, alors on y va. Il tend la main à sa femme, celle-ci s'assoit, étouffe un cri, attend, souffle. Il s'agenouille devant elle. On y va, ma chérie. Le docteur sera là ou alors on l'appellera et il viendra. Il me doit au moins ça. Elle tente d'arranger ses boucles, attrape son sac à main. Elle n'aura pas le temps de passer à l'appartement, elle le sait. Elle ira accoucher en robe de chambre, mais oui. Et le docteur leur doit au moins ça. Le mari l'aide à se mettre debout, elle fait quelques pas, un monsieur se lève, essaie de voir qui enjambe ainsi les corps endormis. « Votre femme a commencé le travail ?» Paul lui jette un regard noir, mais dans l'obscurité, le monsieur ne le voit pas. C'est l'apothicaire du coin de la rue. Il n'est pas bien brave. Il est même très lâche, remarque Paul. Il n'irait pas nous chercher un taxi alors qu'il voit bien que c'est urgent. Oh, il fallait que ça arrive. Un taxi si tôt le matin après une nuit entière de bombardement, où veux-tu le trouver? L'apothicaire se retire dans un coin. Une femme lui chuchote quelque chose à l'oreille. Chacun pour soi. On ne va pas aller courir les rues pour le bébé d'un voisin. Le mari, grand et brun, arrive à traîner sa femme blonde dans l'étroit escalier qui mène au rez-de-chaussée. Il l'assoit un instant sur la dernière marche. Il ajuste ses lunettes à verre sombre. La lumière est déjà trop forte. Alla se plie. Une autre contraction vient, monte dans son bas-ventre. Elle essaie de rester silencieuse. Elle souffle. Ça va, ça va. Le mari dit « On y va ?» mais elle ne répond pas. Et il ne sait pas trop quoi faire. Comment s'y prend-on dans ce genre de situation? Il n'en sait rien. Mais une chose est sûre, il doit emmener sa femme à la maternité au plus vite. « Viens, nous allons trouver un taxi. » Il prend son Alla jolie par les aisselles, la soulève, la cale contre son épaule et la tire dehors. « En un quart d'heure, nous serons à l'hôpital. Un quart d'heure et tout ira bien. Le docteur va bien s'occuper de toi. Je lui ai quand même déniché un appareil de luxe. Il peut capter les Japonais avec ça si ça lui chante. Tu vois, les nouveaux modèles qui sont arrivés en décembre. Tu te souviens, l'année dernière? Rappelle-toi, je t'en ai parlé, je te disais comme ils sont bien avec l'habillage en bois et toutes les nouvelles fréquences. Tu sais, je t'avais expliqué pour les fréquences, les ondes, les longues, les courtes. » Paul raconte tout ça et il trouve que c'est mieux de parler que de se taire. Il regarde Alla qu'il tient et qu'il soutient vers le croisement. Il regarde son visage écarlate et accélère le pas. « Tu sais, tu peux crier, ma chérie, si ça peut t'aider. Avec ta belle voix, même tes cris sont de la musique. » Et il la conduit sur le trottoir. « À l'intersection, nous allons trouver un taxi. C'est certain. Là-bas, il doit y avoir au moins une voiture. Tu verras. Ensuite, en 10 minutes, nous serons à la maternité. » Mais Alla s'arrête. Il la prend dans ses bras, la porte sur quelques mètres. La sueur inonde son front, coule sous ses lunettes qui glissent sur son nez. La lumière s'insinue derrière les verres sombres et la tête de la femme blonde est lourde sur son épaule. « Ma chérie, relève mes lunettes, s'il te plaît. » Elle ne l'entend pas. Elle est très occupée à supporter sa douleur. Elle vogue sur les crêtes de ses contractions superposées, puis quelque chose en elle éclate. Elle sent un liquide lui tremper l'entrejambe et les cuisses, et certainement sa robe de chambre, et le bras gauche de son mari qui a fermé les yeux, qui répète « Remonte-moi les lunettes ». Et il avance en tâtonnant avec ses pieds comme un aveugle. Cette fois-ci, elle l'entend. Elle le fait. Et il rouvre ses paupières, tandis qu'elle, d'un minuscule filet de voix, lui dit « Je crois que j'ai perdu les os. » Il la pose et essuie son bras sur sa robe de chambre. Elle ne tient pas debout. Ses jambes sont molles comme de la pâte à modeler. Elle tombe. Il la rattrape. Il est 6 heures du matin et personne dans les rues poussiéreuses. Personne pour aider la belle jeune femme blonde dans les bras de son élégant mari aux lunettes rembrunies. Il traverse, elle laisse pendre sa tête en arrière, la bouche légèrement ouverte,
et il remarque son rouge à lèvres. C'est incroyable qu'elle ait tout de même trouvé le temps de mettre du rouge à lèvres. Elle s'accroche à son cou. Elle sait qu'il l'a vu, qu'il l'a reconnu, toujours chic. Même après une nuit passée dans le sous-sol de l'immeuble. Même le matin de l'accouchement. Chic tous les deux. Et ses ongles à elle sont toujours parfaitement peints en rouge. Pas d'éclat, pas d'écailles. C'est une artiste. Une première soprano. Une petite chose toute fine dont la puissance vocale ne cesse d'impressionner les professeurs, les directeurs, les soldats, les généraux. Les femmes des généraux, les médecins, les chefs d'orchestre, les extrémistes, les modérés, les porteurs de parole, les silencieux, les prédicateurs. Et son mari, avant tous les autres. Ils sont élégants et chiffonnés. L'homme aux lunettes sombres est paniqué aussi. Et si elle meurt en couche? Et si elle perd tout, là maintenant, ce matin, tout, alors qu'il a réussi à survivre aux bombes et aux appels incessants de la guerre? Et si elle meurt et que son enfant meurt en même temps? À quoi bon avoir tout arrangé, que ce salopard de docteur lui promette son aide? À quoi bon avoir déniché ce transistor de luxe et à quoi bon avoir trouvé de la viande fraîche tous les jours pendant les 9 mois de grossesse? À quoi bon avoir séduit la jeune femme blonde qui passait tous les matins devant son atelier? À quoi bon tout cela s'il ne peut pas trouver un taxi en cette foutue matinée avant qu'elle entre complètement en couche, avant qu'elle perde le fil? À quoi bon, se demande-t-il, et ses lunettes glissent à nouveau. Ma chérie, mon soleil, mon rossignol, remonte-moi les lunettes. Et il ferme les yeux et pense à quoi bon. Sa femme revient à elle, pousse ses lunettes sombres, il ouvre les yeux. Ils sont arrivés au carrefour et il n'y a personne. Paul en sueur, Ala en couche et vraiment pas de taxi, pas de voiture, personne à vélo et aucun immeuble détruit dans la nuit. Pourtant il avait entendu les explosions proches. Il se surprend à penser à voix haute. Il dit si ce n'est pas ici, alors ça a dû tomber du côté du boulevard vers la place du Palais. Et sa femme, jeune et blonde, fait un effort. Elle dit « Oui, sûrement ». Et ce n'est presque pas sa voix à elle. C'est une autre voix, cassée, provocante même. Il décide de la poser par terre. Il l'allonge sur le trottoir, la tête contre un poteau. Elle répète de cette voix rouillée et sensuelle « Oui, sûrement ». Et une autre contraction lui vient. Elle s'agrippe à son bras, serre la manche, mouillée par elle. « Paul, je vais accoucher ici. Je ne peux plus aller nulle part. Il faut que je pousse maintenant. » Et c'est de sa vraie voix qu'elle le dit. Son rossignol. C'est de sa voix normale qu'elle déclare son urgence. Enlève ma culotte et trouve une couverture. Elle insiste et lui, il cligne désespérément des yeux derrière les lentilles marron de ses lunettes. Enlève ma culotte, le bébé va sortir. Il renonce. Le mari aux cheveux bruns coiffé en arrière. Il renonce à réfléchir ou même à comprendre. Il glisse ses mains sous la robe de chambre et tire le bout de tissu blanc qui s'enroule et se coince au niveau des genoux de sa femme. Il tire encore plus fort, passe les mollets, puis les pieds nus. Sa femme n'a pas de chaussures, réalise-t-il, sans savoir quoi faire de cette information, ou de la culotte trempée qu'il vient de retirer. Le prix est double le jour des bombardements, vous le savez? Mais oui, mais il est fou ce taxi. Il ne voit donc pas que sa femme est en train d'accoucher? Il croit quoi? Qu'il faisait une promenade pour le plaisir? Bien sûr qu'il va payer le prix double, ou le prix triple, et il n'en revient pas. Le jeune homme élégant, qu'ainsi sous son nez se soit arrêté un taxi. Il met en boule le bout de tissu qu'il tient dans la main et le glisse en vitesse dans la poche de sa chemise. Il prend sa femme et monte avec elle sur la banquette arrière. Il dit « Tiens bon » à sa jolie tête blonde qui repose dans ses bras. « Tiens bon, nous arrivons à la maternité. » L'odeur de sa femme lui emplit les narines. L'humidité de la culotte transperce sa chemise et s'étale sur sa poitrine. Cette odeur le rassure. L'odeur de sa femme et de son bébé. Il ose même imaginer que tout va bien se passer. Peut-être que finalement oui. Et il est comme ivre, tellement ivre qu'il confond les sirènes de la ville et les gémissements de sa femme. Quelle voix, quelle puissance! Peut-être que finalement, tout se passera comme prévu. Mais les sirènes annoncent les bombes, le chauffeur de taxi s'arrête en plein milieu de la route, quitte sa voiture et part en courant s'abriter dans un immeuble. « Mon amour, mon rossignol, ne t'en fais pas, tout ira bien. En 5 minutes, nous sommes à la maternité. Nous avons un taxi, ce n'est pas rien. C'était ça le plus difficile. » Finalement, les sirènes s'arrêtent, le chauffeur revient, il dit qu'il y aura un supplément pour l'urgence. Paul acquiesce et le taxi repart. À la maternité, une infirmière très âgée, trop peut-être, mais ce n'est pas le moment de parlementer, prend en charge la jolie jeune femme, et Paul reste seul avec le chauffeur, qui lui dit « ça fera 250 000, 300 000 avec le supplément ». Paul lui tend son portefeuille. « Prends, espèce de salaud, prends ce qu'il faut », et l'espèce de salaud se serre. Il prend 350 000, et rend le portefeuille avec un regard triomphant de salaud qui a fait sa journée grâce à son taxi, dans lequel la belle blonde et son mari, au regard assombri, ont failli avoir leur premier fils. Le silence s'installe sur la ville pendant les premiers jours de la vie de Beau. La femme blonde berce son bébé emmailloté dans 4 couches de drap
et n'ose pas prononcer un seul son. Elle marche dans la chambre, le long des autres lits, toujours pieds nus. Elle refuse de porter les sandales que Paul lui a apportées de la maison. Elle dit qu'elle a grandi pieds nus et qu'elle compte mourir pieds nus. Puis elle ajoute « J'en ai marre de cette vie ». Et elle regarde ses ongles qui commencent à s'écailler, et cette image la désole davantage. Lorsqu'elle a les pieds nus à l'école ou au champ, ou lorsqu'elle attachait des écorces d'arbres à ses talons pour ne pas se faire trop mal, et que les ongles de ses orteils étaient noirs dessous et dessus, elle se promettait, chaque jour, de s'en aller, de partir loin de cette campagne maudite où sa mère avait à peine de quoi la nourrir, d'aller à la ville et de chanter, de devenir célèbre, d'avoir toujours de belles mains et des pieds soignés et des chaussures élégantes. Et maintenant, pour un accouchement et une guerre sans importance, voilà que son vernis est tout écaillé. Voilà que la mort guette chaque instant. Voilà qu'elle s'est donné tout ce mal pour en arriver là, pour abandonner les champs et le ciel, pour se dénicher une bonne place, pour suivre les cours du conservatoire par ces temps de guerre mondiale. Voilà qu'elle s'est trouvé un bon mari et qu'elle a mis au monde un nouvel homme, et voilà que tout risque de s'effondrer d'une bombe à l'autre. Non, elle ne portera pas de chaussures, et elle explose en larmes. Paul prend sa tête blonde entre ses mains et dit « Allah, Allah, ma chérie, ne pleure pas, je ne peux pas te voir pleurer. Regarde notre fils, regarde-le, nous avons un fils et toute cette guerre est désormais finie. Maintenant, tout ira bien. » Quelques jours plus tard, à la maison, Allah pose son bébé dans le berceau et fait le tour de l'appartement. Tout est en ordre, chaque chose à sa place. Paul a dépoussiéré les meubles, arrangé le couvre-lit, préparé le berceau, réapprovisionné le garde-manger. C'est bien. Elle s'enferme dans sa chambre, s'assied devant sa coiffeuse et reprend vie. Elle se démaquille, se remaquille, nettoie ses ongles, les recouvre de rouge, se pince les joues, se parfume, se coiffe, écoute la radio. La guerre est finie. Quelque part, des hommes signent des traités de paix. Ils signent pour son avenir et pour l'avenir de Paul et pour celui de Beau. Ils signent et commencent à construire la nouvelle société. Et Allah approche sa tête du miroir, fixe son regard sur ses propres yeux. « Tu vas t'en sortir, ma belle, tu vas t'en sortir. » Puis elle coupe le son et dit à Paul « Chérie, tu peux aller chercher des cachets pour moi. J'ai une migraine incroyable. S'il te plaît. » Et lui, il y va immédiatement, tout pour la rassurer, tout pour lui faire plaisir, bien entendu. Beau dort, fatigué par ses 4 jours de vie, exactement 4 jours de paix, pense la femme blonde et coquette. Et elle se précipite vers le chat en céramique posé comme d'habitude sur la 3e étagère de la bibliothèque, le soulève et le secoue jusqu'à ce que le petit paquet niché dans le creux du bibelot tombe. Elle le défait soigneusement, en extrait une des 3 cigarettes emballées dans le papier journal qu'elle replie et qu'elle remet à sa place, au fond du bibelot. Elle sort sur le palier de l'immeuble, craque une allumette, tire 2 fois, se sent mieux déjà, se penche sur la balustrade, frotte son pied contre son mollet. La journée sera chaude. Beau se met à hurler. Son cri est si fort qu'elle oublie sa cigarette entre ses doigts et se précipite dans l'appartement. Dès qu'elle pénètre dans la chambre, le bébé s'arrête. Il la regarde avec ses grands yeux noirs de nourrisson, et Allah croit y voir du reproche. Petit traître. Elle jette sa cigarette par la fenêtre, mais il est trop tard. La fumée est partout dans la pièce. Blonde, sans filtre. Son mari va deviner l'odeur instantanément. Il va savoir qu'elle a fumé. Il va savoir qu'elle l'a envoyé chez l'apothicaire exprès pour rester seule et fumer. Petit traître. Paul revient dans l'appartement. La porte y est grande ouverte. C'est étrange. Il sent la fumée. « Allah, où es-tu » Elle est dans la chambre, assise sur le lit. Elle nourrit le petit traître. Paul s'approche, met un doigt sous son menton, incline vers lui le joli visage penché sur le bébé, regarde la belle femme blonde dans les yeux. Elle clôt ses paupières et attend qu'il la gifle. Paul dit « J'aimerais que tu ne fumes plus. » Et il marque un temps de silence, comme pour chercher ses arguments. Ce n'est pas très élégant pour une jolie femme toute jeune comme toi. Elle a dit oui, d'accord, et elle baisse ses paupières fardées. Visiblement, elle a peur de lui. La mère de son fils, son rossignol, l'amour de sa vie, elle croit qu'il va la frapper. Il retire son doigt du menton de sa femme et la tête blonde se penche à nouveau vers le bébé. Soudain, il la trouve plus terne. La couleur de ses cheveux semble tirer vers le gris. Elle est moins lumineuse. Il soulève ses lunettes et se frotte les yeux. Quelle fatigue. « Ma chérie, il ne faut vraiment pas que tu fumes. Je n'aime pas ça. Il n'y a que chez les putains que les femmes fument. » Allah commence à balancer sa tête. « Où sont tes autres cigarettes ? Donne-les-moi, s'il te plaît. » Allah fait non. Paul dit « Allah, donne-moi tes cigarettes. C'est un ordre. » Et Allah est déçu. Il veut donc la contraindre sans même utiliser la force. « Ah, mais c'est pas comme ça que ça marche, mon amour, pense-t-elle. Il faut d'abord démontrer sa supériorité.
Non, parce qu'elle compte sur lui, sur sa fermeté d'esprit, sur sa capacité à la défendre, sur ses muscles. Nous sortons d'une guerre, bordel! Et si les soldats se mettaient à piller la ville, à violer les femmes, à tuer les enfants, alors quoi? Son mari aurait-il le courage et la force de la protéger? Elle, la jolie blonde qui attirerait un régiment entier en moins de 2? Elle se lève. Elle est plus petite que son mari, mais elle se sent bien plus grande. Paul ne recule pas, il ne bouge pas, et son menton touche presque le front de sa femme qui cherche à le provoquer. Entre eux, Beau se rendort. « Mes cigarettes sont à moi, et j'en disposerai à ma guise. » Voilà qu'elle lui parle en serrant les dents maintenant. Il essaie de la calmer. Il se dit qu'elle est bien fatiguée. Seulement, elle déborde de colère. Elle ne peut plus rien faire. Elle pose le bébé dans son berceau et commence à asséner des coups à son mari, sur la poitrine, sur les bras, sur les épaules. Ses mains tentent de lui arracher les cheveux et ses petits poings se compriment de plus en plus. Paul attrape les poignets de sa femme blonde et coquette et l'immobilise. « Mon amour, tu es exténué. » Alla pousse un hurlement, d'une voix rauque qu'il ne lui connaît pas. La même voix avec laquelle elle avait dit « Oui, sûrement », le matin de l'accouchement, et essaie d'utiliser ses dents. Elle tente de lui mordre le visage ou les mains. Paul pense que sa femme fait une crise d'hystérie. Il espère que demain ce sera oublié. Elle continue à hurler et à se débattre. Elle lui crie des mots. Il entend « espèce de lâche !» puis des insultes plus vulgaires jusqu'à ce qu'ils tombent ensemble sur le lit et que les lunettes de Paul glissent de son visage. Il ferme les yeux et la suite pour lui se déroule dans le noir. Elle se débat encore un peu sous son emprise, puis cède tout à coup à une impérieuse envie d'être à la fois contenue et remplie par lui. Elle enroule ses jambes autour du bassin de l'homme, qui lui en serre encore les poignets et parvient à le lécher. Les mains d'abord, puis son cou et son visage, finalement sa langue. Elle lèche sa langue avec sa langue. Paul se soulève d'un bond. « Tu es vraiment épuisé. Tu as accouché il y a 4 jours. » Elle s'enveloppe dans le couvre-lit et s'assoupit. Paul ramasse ses lunettes. Il regarde son fils dormir dans son berceau et sent une vague de bonheur l'assaillir. Pourvu que cette saloperie de guerre soit réellement terminée. Bien sûr que dès qu'il pourra, peut-être ce soir même, il retournera voir l'une de ses maîtresses. Il a besoin d'un peu plus de blondeur, un peu plus de lumière que sa femme ne peut lui en offrir en ce moment. Il sort de la chambre, elle soupire. Entre rêve et réalité, elle tend la main, caresse la joue de son bébé d'un geste las. « Petit traître, tu m'as bien eu. » Et elle pense que ce n'est que la première fois, certainement la première d'une série de trahisons pour lesquelles parfois seulement elle arrivera à rendre la monnaie. Petit traître, fais de beaux rêves.